Donc la première observation dont on peut parler, c'est que, donc ça ne vous surprendra pas, c'est que quand on regarde en fait une carte de l'occurrence en fait des gisements d'hydrocarbures dans le monde, et bien en fait, donc là c'est tous les petits points noirs que vous avez sur la carte. Alors vous me direz, bah, ce sont des crottes de mouches. Bah, il se trouve que sur cette carte, l'échelle en fait de ces gisements a même été grossie pour qu'on arrive à les voir. Donc il faut imaginer ça encore plus petit. Mais ce qui se dessine bien, quand même, malgré ces occurrences très ponctuelles, c'est qu'en fait on a une corrélation qui est assez parfaite entre la présence de gisements d'hydrocarbures dans le monde et l'occurrence de bassins sédimentaires. Donc en fait, déjà là, il y a un lien en fait qui se fait par l'intermédiaire de ces bassins sédimentaires entre hydrocarbures et tectonique, puisque la formation des bassins sédimentaires en fait est strictement contrôlée par la tectonique des plaques. Sans tectonique des plaques, pas de bassin sédimentaire. Alors je m'explique. Quand on s'intéresse aux bassins sédimentaires et qu'on va regarder un petit peu leur géologie, on s'aperçoit que ce sont des structures en fait qui ont la particularité d'accumuler des sédiments aux échelles de temps géologiques, donc sur des temps longs de plusieurs millions d'années, plusieurs dizaines de millions d'années, etc. Et donc cette accumulation de sédiments sur ces échelles de temps longs, eh bien, elle ne peut se produire que si en fait, cette structure géologique qui est un bassin sédimentaire, eh bien, est une dépression. Et pas une dépression de façon temporaire, hein, mais une dépression qui est quelque chose qui est activement en fait en train de se creuser aux échelles de temps de l'accumulation de sédiments. Et donc, pour faire, ce creusement aux échelles de temps géologiques des bassins sédimentaires, eh bien, il faut faire appel à des processus de subsidence, donc c'est-à-dire des mouvements verticaux en fait, qui sont issus de réajustements isostatiques et flexuraux, en rapport avec les mouvements latéraux des plaques, horizontaux des plaques, qui vont avoir tendance à soit amincir certaines plaques, soit en épaissir, etc. Et tout ça, ça va faire que la surface du globe monte ou descend de façon régionale. Et on fait émerger des mouvements, donc, soit de surrection, soit de subsidence, pour ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Et donc cette subsidence, eh bien, c'est la condition préalable à toute sédimentation long terme sur Terre. Une fois que cette condition est remplie, et donc on a une dépression qui se remplit de sédiments pendant plusieurs millions d'années, donc un bassin sédimentaire, eh bien, on va pouvoir développer un système pétrolier, puisque tous les éléments en fait, qui constituent les systèmes pétroliers ont un rapport avec la sédimentation. Donc pour preuve de ça, eh bien, le premier constituant d'un système pétrolier, c'est ce qu'on appelle une ou des roches-mères. Donc les roches-mères, eh bien, qu'est-ce que c'est? Ce sont des sédiments qui vont avoir un contenu en matière organique important, et donc qui sont liés à des productions biologiques qui peuvent ne pas être dégradées au moment du dépôt grâce à des conditions de dépôt anoxiques. Donc tout ça, c'est strictement, c'est le monde du sédimentaire. Deuxième constituant d'un système pétrolier, eh bien, ce sont les roches réservoirs. Donc les roches réservoirs, eh bien, sont également, le plus souvent, alors j'ai pas de pourcentage pour ça, mais dans la plupart des cas, eh bien, ce sont également des roches sédimentaires, et notamment des roches sédimentaires qui vont pouvoir être poreuses et perméables. Troisième constituant, les roches couvertures, qui sont également des sédiments, mais qui auront la propriété d'être imperméables. Et donc ça, cette notion de porosité et de perméabilité, très souvent, c'est lié à la granulométrie, c'est-à-dire à la taille des grains des sédiments en question. Les réservoirs étant des sédiments avec des grains plus grossiers que les roches couvertures, comme par exemple peuvent l'être les argiles, qui ont, si vous prenez un minéral argileux de façon individuelle, ça peut avoir un diamètre de quelques microns, quelques dizaines de microns au maximum. Ensuite, donc ça suffit pas, ces différents types de roches sédimentaires, il faut quand même aussi constituer des pièges. Alors ces pièges qui peuvent être stratigraphiques ou alors structuraux.
Et donc ça c'est pour retenir les hydrocarbures, puisque quand les hydrocarbures sont générés, ils vont avoir tendance à monter vers la surface. Et donc pour avoir un gisement d'hydrocarbures exploitable quelque part dans le sous-sol, il va falloir bloquer cette migration vers la surface. Et donc ça se fait au moyen d'un piège qui associe une roche réservoir, une roche couverture dans une géométrie donnée qui va faire que l'hydrocarbure est piégé. Et enfin, donc il ne faut pas oublier, peut-être le point clé, on va dire, des systèmes pétroliers, c'est ce qui est la maturité de la roche-mère. Donc François vient de vous en parler, qui va être en fait assez crucial pour faire que bien les hydrocarbures soient formés et viennent s'accumuler dans les pièges après formation. Donc tout ça, quand on a un bassin sédimentaire, là, globalement, on a de façon assez systématique roche-mère, réservoir et couverture. En fait, ce ne sont pas des choses, qui ont une occurrence très rare dans les bassins. Des roches riches en matière organique. Alors, ce n'est pas l'essentiel des piles sédimentaires, mais on en trouve de façon assez commune. Les roches réservoirs, j'en parle pas, c'est peut-être... Et les couvertures, c'est pareil, on en trouve à tous les niveaux des séries sédimentaires. Ce qui est un peu plus rare, c'est les pièges et bien les conditions qui font qu'une roche-mère pourra être mature ou pas, c'est-à-dire aura été enfouie à une température suffisamment élevée pour pouvoir générer ses hydrocarbures. Donc, qu'est-ce que ça donne en fait par rapport au grand type de bassin? En termes de quantité d'hydrocarbures qui sont exploitables, puisque pris au piège, ayant maturé et pris au piège lors de leur remontée vers la surface, ce qu'on peut dire, par exemple ici les chiffres que je vous ai mis, ce sont les chiffres qui correspondent aux 91 plus grosses découvertes depuis 2001. Alors les plus grosses découvertes, ce sont des gisements en fait, qui font plus de 1,5 milliard de barils chacun. Et donc ce que l'on voit, c'est que globalement les plus gros gisements découverts durant la dernière décennie, en fait, on les trouve dans pas n'importe quel bassin, mais dans des bassins qui sont plutôt associés à des contextes compressifs, qui se forment par subsidence, par surcharge, et qu'on appelle des bassins d'avant-pays. Et dans ces cas-là, dans la dernière décennie, on y a trouvé un peu plus de la moitié en fait, des plus gros gisements existants au monde. Donc voilà, a priori, sur ces chiffres, les bassins d'avant-pays sont des bassins très très efficaces en termes de système pétrolier. Mais quand même, si on regarde en fait ici là, ces chiffres-là associés aux marges passives, ce que l'on voit, alors c'est que c'est qu'on a à peu près un tiers des plus grosses découvertes de la dernière décennie qui ont été faites sur les marges passives, et notamment avec des champs géants qui font pour certains plus de quelques dizaines de milliards de barils chacun. Donc les marges passives se défendent assez bien, et en plus elles se défendent d'autant mieux que finalement ce sont des bassins qui sont moins bien explorés que les bassins d'avant-pays, parce qu'en fait il y faut des technologies en termes de forage notamment qui ont mis plus de temps à se mettre en place, parce qu'il fallait aller forer sous l'eau, parfois à des profondeurs atteignant plusieurs milliers de mètres d'eau. Et donc là, depuis quelques temps, en fait, ces technologies existent, et donc on peut imaginer que ce ratio, en fait, le poids des marges passives dans ces chiffres, finalement, pourra peut-être, augmentera peut-être dans les années à venir. Donc, maintenant, si on s'intéresse plus exclusivement à ces marges passives, alors pour commencer très simple, en fait, à quoi correspond la définition, comment ont été définies les marges passives? Donc, ce sont des bassins sédimentaires, des zones d'accumulation de sédiments aux échelles de temps géologiques. Ça, c'est quelque chose qui a été repéré dans la géologie de façon assez précoce. Mais
elles ont une définition, en fait, enfin, il y a plusieurs quand même, au-delà de ces accumulations sédimentaires, il y a plusieurs éléments supplémentaires à citer pour définir une marche passive. Donc tout d'abord, elles ont été définies sismiquement. C'est-à-dire, ce sont des zones, des bassins, où il n'y a pas ou peu d'activité d'un point de vue sismique, c'est-à-dire qu'on n'y trouve pas ou peu de déformations lithosphériques. Alors on verra. Alors, au début, j'avais marqué ce ne sont pas des limites de plaques, hein, ces bassins, puisque les bassins, généralement, les mouvements verticaux les plus forts sont associés aux limites de plaques. Mais dans le cas des marches passives, ce n'est pas vrai, alors c'est pas tout à fait ça, c'est que ce n'est plus vrai. En fait, ça a été, finalement, ce sont d'anciennes limites de plaques en formation, et puis voilà, qui ont été abandonnées, hein, puisque quelque chose a pris le relais qui s'appelle une dorsale océanique. Ensuite, d'un point de vue tectonique, donc, eh bien, les marches passives ont la particularité d'être sur croûte continentale, puis et de passer progressivement d'une croûte continentale d'épaisseur normale à de la croûte continentale amincie et étirée, et de faire la transition, eh bien, cette croûte continentale amincie et étirée ensuite laisse sa place à de la croûte océanique. Et d'un point de vue sédimentologique, eh bien, on y trouve essentiellement des environnements subaquatiques, marins, depuis des environnements littoraux près du continent jusqu'à des environnements marins profonds côté océan, hein, puisque les marches passives sont un type particulier de transition océan-continent. Donc voici les marches passives actuelles. On les trouve surtout autour de l'océan Atlantique. Il y en a également autour de l'Antarctique, vous en avez dans l'océan Indien, etc. Le seul océan, si je ne dis pas de bêtises, étant dépourvu. Ah bah si, là il y en a une petite, j'allais dire que le Pacifique n'en avait pas, mais en fait, voilà, on peut trouver aussi un petit bout là dans l'océan Pacifique. Et donc cette diapositive, elle montre de façon intéressante aussi une particularité supplémentaire de ces marches passives, c'est que ce sont des bassins qui ont une durée de vie en fait très longue, très pérenne, puisque si on regarde en fait eh bien, la croûte océanique, l'âge de la croûte océanique qui jouxte ces marches passives, eh bien, on arrive à en trouver jusqu'à des croûtes du Jurassique, donc c'est-à-dire certaines marches passives ont plus de 150 millions d'années d'existence. Donc ça c'est quelque chose en termes de temps hein, qui est pas à négliger, on le verra pour les problèmes d'hydrocarbures. Alors, quel était le modèle de formation, on va dire, classique des marches passives, on va dire pré-année 2000. Donc, quelque chose que je ferai remarquer à ce niveau-là, c'est que, en fait, ce modèle, il a été établi à partir de certaines données, notamment de dragage, de forage et d'images sismiques, et que ça s'est fait déjà à l'époque, hein, en rapport avec des données pétrolières, d'exploration pétrolière. Les marches passives, hein, ce premier modèle a été établi grâce à notamment toutes les explorations qui étaient faites pour commencer par rapport aux technologies présentes à l'époque, et bien généralement dans des tranches d'eau, au niveau de tranches d'eau faibles, donc plutôt en amont de ces systèmes de marche passive. Et alors, quelles ont été, sur la base des données disponibles à cette époque, en fait, voici ce qui a été proposé. Donc, c'est qu'une marche passive, eh bien, ça commence d'abord par être un rift, donc avec une phase d'étirement crustal, de la croûte continentale dans une région ou une autre, avec amincissement de cette croûte associée avec un certain nombre de failles normales dans la croûte supérieure et de failles de déformations ductiles dans la croûte inférieure et le manteau, et associé à ça, eh bien, des mouvements verticaux subsidant au centre, au niveau de la zone amincie, et plutôt en soulèvement sur les bordures,
associé eh bien, à la remontée, à un bombement thermique lié à une remontée asténosphérique associée à l'amincissement lithosphérique. Et donc ça c'est le stade rift. Ce stade rift, eh bien, généralement, il est censé durer quelques dizaines de millions d'années. Et au bout d'un certain temps, eh bien, ce qu'il se passe, c'est qu'on a rupture de on amincit suffisamment la croûte continentale pour la rompre. Et la zone de rupture est comblée en fait est remplie par du magmatisme qui va former un nouveau type de croûte lithosphérique, de la croûte océanique. Donc à ce moment-là, la déformation, l'étirement et l'amincissement des marges passives cessent et les mouvements verticaux qui prennent le relais eh bien, sont des mouvements qui sont exclusivement subsidants et qui correspondent à la reconstitution du manteau lithosphérique par refroidissement tout bête par conduction. Donc plus de déformation intracrustale. Et donc à ce moment-là, on passe dans un stade dans une étape de marge au sens proprement dit, au sens strict, où eh bien, ce qui se passe, c'est que on fait de l'accrétion de croûte océanique au centre, les marges dérivant de façon passive sur les bords et subsidant au fur et à mesure que le manteau lithosphérique se reforme par refroidissement de la sténosphère. À ça, on a ajouté de façon un peu plus récente, je dirais, que sur les marges passives, pendant ces périodes de dérive et de subsidence thermique, eh bien, on peut avoir, dans certains cas, des déformations qui vont se créer, mais qui n'auront rien à voir avec un moteur, disons que la tectonique est toujours derrière tout ça, mais ça ne sera pas, ces déformations ne seront pas proprement dites, le moteur de ces déformations ne sera pas proprement dite lithosphérique, mais il sera gravitaire, à savoir, en fait, quand les marges passives subsident, eh bien, on y crée une certaine pente depuis leur bordure jusqu'au bassin océanique. Et si dans la série sédimentaire, vous avez des sédiments ductiles, comme par exemple des évaporites, eh bien, les sédiments sous-jacents vont pouvoir glisser en fait, sur ces évaporites et donc en se déformant depuis des structures extensives généralement en amont des marges jusqu'à des structures compressives vers l'aval, là où le glissement s'arrête parce que la pente s'arrête tout bête. Donc ça c'est pour le modèle de formation classique des marges passives en ce qui concerne les mouvements horizontaux et latéraux, donc la déformation et les mouvements qui en résultent. C'est ce modèle de formation classique ce modèle de formation qui s'intéresse aux mouvements générés sur ces domaines, eh bien on peut le traduire en termes de remplissage sédimentaire, puisqu'on a vu que c'est ça qui va nous intéresser pour passer du bassin sédimentaire au système pétrolier. Et donc comment est-ce qu'on passe de mouvements comme ceci à un remplissage sédimentaire? La transition se fait grâce à ce qu'on connaît des facteurs de contrôle du remplissage des bassins sédimentaires. Et donc ce que l'on connaît, c'est qu'un bassin sédimentaire en fait se remplira, notamment d'un point de vue des environnements en fait, de dépôt qu'on y trouvera, eh bien, en fonction de la tectonique qui va jouer donc, par les mouvements verticaux du substratum du bassin, donc subsidence surtout en ce qui me concerne, et ça va se combiner avec la position du niveau de la mer, les variations eustatiques, pour faire qu'un bassin a une certaine place pour accumuler des sédiments. Donc cette place, on l'appelle l'accommodation. Et dans cette place, qui va varier au cours du temps, de l'espace et du temps d'ailleurs, eh bien, on va mettre un certain flux de sédiments, donc soit des apports terrigènes, soit de la production biogène et otigène.
Et c'est la compétition en fait entre ces deux facteurs qui va faire qu'un bassin sédimentaire, eh bien, soit se comble, c'est-à-dire que, eh bien, soit montre des environnements de dépôt de plus en plus, on va dire, de moins en moins marins, plus en plus littoraux, voire continentaux, soit s'approfondit, c'est-à-dire l'inverse, hein, le passage d'environnements continentaux à des environnements marins au cours du temps. Donc si on essaye de voir ce que donne en fait le modèle de formation des marges passives en termes de remplissage sédimentaire, eh bien, il faut d'abord considérer les mouvements verticaux, enfin horizontaux et verticaux. Et donc que nous dit le modèle? Eh bien, il nous dit que lors du premier stade de rifting, eh bien, on a de l'extension lithosphérique, avec de l'étirement et de l'amincissement. Et ça va produire une subsidence tectonique rapide. Donc déjà, la lithosphère se déforme et elle subside de façon rapide au centre du bassin, tandis que ces bordures remontent. Donc on parle d'épaulement de rift. Donc ça, c'est pour le premier stade. Ici, vous avez des courbes de subsidence théorique pour différents taux d'amincissement de la croûte continentale. Et donc, dans tous les cas, donc, on voit au cours du rifting cette subsidence tectonique rapide. Ensuite, une fois que eh bien, la croûte est rompue, la subsidence tectonique s'arrête, la déformation crustale s'arrête. Et donc, ce qui va prendre le pas, c'est des réajustements thermiques, c'est-à-dire on refroidit le manteau lithosphérique, on refroidit le manteau asténosphérique qui est remonté pour reformer du manteau lithosphérique. Donc, plus de déformation crustale, juste des réajustements thermiques et éventuellement quelques glissements gravitaires à la surface des marges. Et donc ça, eh bien, ça produit un type de subsidence qui est associé donc, à ces réajustements thermiques, qui va être beaucoup plus lente que la subsidence tectonique précédente, et donc qui va généralement commencer à être, on va avoir un ralentissement de la subsidence, donc qui est toujours rapide au début, et puis qui va être de plus en plus lente au cours du temps, et également beaucoup plus en termes de constante de temps, ça se fait sur des échelles de temps beaucoup plus longues. La subsidence tectonique, ça se produit lors de l'extension de la croûte, lors du rifting, ça dure quelques dizaines de millions d'années. Et puis ensuite, par contre, pour réajuster thermiquement un manteau lithosphérique aminci, eh bien, il va falloir plusieurs dizaines de millions d'années jusqu'à 100-200 millions d'années de temps. Donc ça, ces mouvements verticaux associés avec eh bien, les variations eustatiques qui peuvent elles-mêmes être d'origine tectonique, je n'en parlerai pas trop aujourd'hui, mais il y a aussi de la tectonique qui intervient là-dedans, et le flux sédimentaire qui pourra être d'origine, ici je mets climatique parce que le fait de faire des reliefs à proximité du rift, ça va aussi avoir pour effet de faire un flux sédimentaire, mais qui lui sera d'origine tectonique, eh bien, vont faire que dans un rift, eh bien, généralement, on a un flux sédimentaire par rapport à l'espace que l'on crée qui va être relativement important. Et ça va avoir pour effet qu'on maintient le niveau de la sédimentation toujours assez élevé. Et du coup, les environnements de dépôt vont rester la plupart du temps, en tout cas pendant une bonne partie du fonctionnement d'un rift, continentaux. Ensuite, lorsqu'on passe à la marge, eh bien, la subsidence ralentit, on ne fait plus de soulèvement sur les bordures, dans ce modèle, et donc ce qui se passe, c'est que le flux de sédimentaire, généralement, diminue, et il va diminuer plus que l'espace créé dans le bassin. Donc généralement, qu'est-ce qui se passe à partir de la rupture continentale? C'est qu'on va progressivement, le bassin va progressivement passer sous le niveau de la mer, puisqu'on son niveau sédimentaire n'est plus maintenu au-dessus
du niveau marin, et donc on va voir arriver des environnements littoraux à marins profonds. Donc ici vous avez une évolution classique de remplissage de marge passive avec ces dépôts continentaux au début, fluviatiles, puis lacustres, et ensuite des dépôts marins peu profonds, après la rupture continentale, qui passent à des environnements marins profonds au fur et à mesure. Donc au cours de cette séquence, eh bien, on va pouvoir déposer tout un tas de sédiments qui vont pouvoir soit être roches-mères, soit réservoirs, soit couvertures. Et on fait les pièges par soit déformation crustale ici, soit glissement gravitaire au niveau de la marge. Donc à ça, il faut rajouter deux informations. Donc ici, vous avez, c'est la même histoire, mais vue en coupe avec un peu le remplissage sédimentaire un peu mieux exprimé. Et donc, c'est quelque chose qui va être essentiel. Je vous l'ai dit. Oui. Alors, du coup, comment je vais faire? Bon, je termine ça. Donc, quelque chose qui va être essentiel, en plus de la formation de roches mères, réservoirs ou couvertures, eh bien ça va être, et de pièges, ça va être la maturation de la matière organique. Et donc ce qui se passe au niveau des rifts, c'est que généralement cet enfouissement, comme c'est juste le début de l'histoire du remplissage, eh bien, est assez modéré et très hétérogène dans l'espace, puisqu'on a notamment dans les rifts ce qu'on appelle des blocs basculés, et donc en fonction de la position où vous êtes, eh bien, vous n'aurez pas la même pile de sédiments au-dessus de la tête. Et donc, bien, vous allez avoir, par contre, dans le cas des marges, un enfouissement qui sera plus hétérogène également, mais à plus grande échelle d'espace, c'est-à-dire que l'enfouissement augmentera progressivement jusqu'au milieu de la marge pour diminuer lorsque vous éloignez des zones sources, qui sont les zones bordières de la marge. Et par contre, beaucoup plus continu dans le temps, alors que pour un rift, bien, ça sera beaucoup plus variable. Donc ça, qu'est-ce que ça prédit en termes d'exploration? Donc, je ne détaillerai pas exactement, mais au niveau de la période rift, la période Saint-Rift, eh bien, ce modèle classique d'évolution des marges passives prédit en fait qu'on peut former des roches-mères continentales. Donc, par exemple, des charbons ou de la matière organique déposée dans des environnements subaquatiques de type lacustre, par exemple. On peut également, toujours en environnements continentaux, faire des réservoirs de type grès fluvio-deltaïque ou calcaire lacustre avec une porosité non négligeable. Les couvertures, il n'y a pas de problème aussi, il suffit d'avoir des argines ou des marnes dans les lacs. C'est assez facile également. Et puis les pièges structuraux, ils sont directement fournis par la déformation du rift sous forme de blocs basculés. Et ensuite, potentiellement, la maturation se produit si l'enfouissement et le flux thermique est suffisant, ce qui généralement n'est pas obligatoire dans les rifts, puisque on est juste au début de l'empilement de sédiments. Donc, en ce qui concerne le post-rift, donc là c'est ce que vous avez au-dessus de cette limite là, de cette discordance signalée par un zigzag, eh bien vous pourrez avoir des roches-mères qui cette fois seront marines, également quelques matières organiques continentales qui auraient pu être transportées au niveau de ces marges. Les réservoirs, eh bien, ils vont être également marins, couverture marine, et les pièges stratigraphiques et surtout structuraux, je ne parlerai pas des pièges stratigraphiques aujourd'hui, eh bien, ils vont être associés cette fois non pas à des blocs basculés, non pas à des structures qui sont d'échelle crustale, mais plutôt à des glissements gravitaires. Et donc, dans ces cas-là, au stade marge passive, on va pouvoir vraiment
avoir de la maturation, notamment. Alors ça ne sera pas homogène dans l'espace, hein, puisqu'il n'y a pas la même pile de sédiments sur le bord d'une marge passive et au centre, hein, mais généralement, hein, vous aurez une zone qui sera propice à un enfouissement suffisant pour faire maturer la matière organique, notamment au centre de la marge, avec comment dire, un empilement, une épaisseur de sédiments rift et post-rift suffisant pour faire tout ça. Donc voici ce que prédit le modèle que je vous ai présenté en termes d'exploration, et il a également un intérêt, hein, en termes d'aide à l'interprétation des données de subsurface. Là c'est cette petite image que vous avez là, c'est un exemple où vous avez une ligne sismique et puis ma foi qui n'était pas forcément facile à interpréter à la base, et en se servant de ce qu'on connaît des glissements gravitaires et d'expériences réalisées en laboratoire, on arrive de façon beaucoup plus aisée à proposer quelque chose de viable mécaniquement et géométriquement. Et puis, ce modèle, il aide à l'interprétation des données de subsurface, et il aide également à la modélisation des systèmes pétroliers. Donc là, un exemple, hein, parmi d'autres, parce qu'il y en a plein, où ce qui a été modélisé à partir des courbes de subsidence et d'enfouissement prédites par un modèle du type de celui que je vous ai présenté, les degrés de maturation d'une roche-mère qui est ici à la base de ce dégradé de couleur, et on voit très bien, en fonction de la position de la roche-mère, soit elle est mature, hein, ici rouge, soit elle ne l'est pas dans des tons bleus. Donc qu'est-ce que je dirais pour aller vite là-dessus? Ouais. Donc juste un exemple, hein, c'était deux exemples que j'avais extraits des marges sud-atlantiques, et donc pour faire la différence, donc c'est une marge côté Brésil et puis sa jumelle côté Angola. Et donc sur ces deux marges, on a des roches-mères potentiellement Saint-Rift, des réservoirs Saint-Rift, des couvertures post-Rift, etc. et qui correspondent bien généralement, hein, aux prédictions du modèle. Donc voilà, je sais tout ce que je dirais pour faire vite. Par contre, il y a aussi des surprises. Et ces surprises, notamment, elles sont assez récentes, puisque celle dont je vous parle, en fait, c'est quelque chose qui date de 2007, je crois, où en fait a été faite comme découverte dans ici ces niveaux côté Brésil, dans ces niveaux en fait soulignés en marron, qui sont des niveaux qui sont sous le sel, donc qui sont censés être Saint-Rift, un gisement géant de 3 à 5 milliards de barils, alors que si les gisements habituels dans les blocs basculés, étant limités par la structure du bloc basculé, n'avaient pas du tout ce type d'amplitude. Et quand on regarde de plus près en fait dans la géométrie de ce qui entoure ce gisement, alors là ça se voit aussi en Angola, sauf qu'en Angola ça n'a pas été foré encore, donc on ne sait pas s'il y a la même chose, mais en termes de géométrie on a la même chose des deux côtés. En fait on voit que ce Saint-Rift, vous voyez, ce sont ces niveaux marron clair ici, ils ont quelque chose de bizarre. Donc ils sont continentaux, donc ça pour du Saint-Rift ça va, mais par contre il n'y a pas de faille normale à l'intérieur, et en fait ils sont continus de part et d'autre de la marge sans être interrompus par des structures. Donc ça pour du Saint-Rift, c'est pour des sédiments qui sont censés se déposer pendant que le rifting se crée et qu'on déforme la croûte, c'est quelque chose de tout à fait, qui a été tout à fait surprenant, et en termes d'exploration qui était tout à fait intéressant, même si on ne sait pas, si on ne sait pas l'expliquer, c'est parce que on a des pièges, hein, qui sont beaucoup plus grands que ce qu'on pourrait attendre pour des pièges créés pendant le rifting. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'il y a un certain nombre d'observations, notamment lors de l'exploration des marges, qui diffèrent du modèle classique. Et notamment, alors je citerai que celle qui a à voir avec l'exemple que j'ai pris précédemment, par exemple de la croûte hyper étirée, c'est ce que vous avez là,
sous un sac-bassin. Alors un bassin de type sac, qu'est-ce que c'est? C'est en fait finalement c'est quelque chose qu'on ne comprend pas bien à l'heure actuelle. C'est un bassin subsidant mais qui est censé être associé à du rifting mais sans faille normale. Donc vous voyez c'est quelque chose de pas très clair. Et donc ça, c'est pas la seule observation en fait qui existe et qui n'est pas expliquée. Il y a également voilà, certains détachements à certains niveaux de la croûte qu'on n'explique pas très bien, de l'exhumation mantélique au niveau de la bordure des mâches passives, de la bordure côté océan, mais sans formation de croûte océanique associée. Des soulèvements, en fait, pas juste une belle courbe de subsidence comme dans les modèles, mais des choses beaucoup plus hachées avec des soulèvements qui peuvent se produire périodiquement. Et donc tout ça, ça fait qu'en fait, eh bien, il faut revenir, grâce à ces observations qui sont encore une fois toujours faites grâce à des données en fait pétrolières, eh bien, il faut revenir aux modèles conceptuels pour les améliorer et essayer d'intégrer ces observations, de comprendre ces observations et les intégrer. Donc voici, je ne détaillerai pas, eh bien actuellement, au bout de Tupi, c'était donc le gisement là, qui a surpris un peu tout le monde et qui avait été testé juste à l'ancienne, c'est-à-dire il y avait un haut, et donc je crois que c'est Petrobras s'est dit essayons de forer l'eau, et ça a quand même surpris, il y a plein de gens que ça a surpris. Donc depuis voilà 2007, voilà déjà un modèle de formation revue des marches passives, donc vous voyez que ça ressemble plus tout à fait à celui que je vous ai montré précédemment, même si je n'ai pas le temps de le détailler. Donc en conclusion, je dirais, il n'y a pas d'hydrocarbures sans bassin, ça a l'air d'être une évidence, mais voilà, et il n'y a pas de bassin sans tectonique. Donc voilà, c'est QFD. Donc après, si on rentre un peu plus dans les détails, on peut mettre que la tectonique est un paramètre de contrôle majeur des systèmes pétroliers parce que c'est un contrôle du remplissage des bassins sédimentaires. Et ce remplissage constitue le système pétrolier au fur et à mesure de son évolution. Et ensuite, donc, les marches passives, pour ne parler que d'elles, sont des bassins avec une histoire polyphasée et longue qui va être propice à la formation de gisements. Même si on ne sait pas encore, même si pour l'instant elles ont l'air d'avoir un potentiel un peu plus modéré que certains autres bassins, comme les bassins d'avant-pays. Et surtout quelque chose donc, qui est assez, peut-être que je n'ai pas eu le temps de faire assez ressortir, mais c'est que les connaissances au sujet des marches, elles progressent par rapport respectif entre géologie appliquée et fondamentale. C'est-à-dire que finalement, la tectonique des plaques, ce n'est pas qu'un concept fondamental, c'est un concept qui est utilisé pour des applications comme l'exploration pétrolière, mais l'exploration pétrolière est elle-même un des moteurs en fait, du développement et bien des connaissances qu'on peut avoir sur ces problèmes de dynamique lithosphérique, etc. Grâce aux données qu'elle fournit.